Merci à vous tous, à toute cette structure-là. Je vous invite à rester sur place. Nous allons entamer le panel 4. Mais en introduction à ce panel 4, je le disais tantôt, nous allons suivre une keynote qui va nous parler un peu qui sera délivrée par la Startup Farmer Line. Est-ce que Madame Mariam Baba Abdoulaye est avec nous? Si elle est là, je vais l'inviter à prendre le micro. Pendant ce temps, je vais demander aux hôtesses de nous aider à installer le panel rapidement pendant qu'elle serait en train de donner sa communication. Venez, venez, madame. Merci d'aider Madame Mariam à monter sur le podium. Je rappelle qu'elle est de Farmer Line et qu'elle a réussi à mobiliser 14 millions de dollars pour sa start-up. Vous avez le micro, vous pouvez rester Je m'appelle Mariam, vous pouvez m'appeler Mimi. Je travaille pour Farmerline Group. C'est une entreprise sociale ghanéenne qui est fondée par deux Ghanéennes dans 2013. OK, merci beaucoup. Donc, pour vous donner un aperçu, comme j'avais dit, Farmerline est une entreprise sociale ghanéenne qui est fondée en 2013. Donc, l'objectif principal est de développer des solutions qui facilitent l'accès des agriculteurs aux ressources en tirant parti d'un financement innovant, d'une technologie et d'un réseau de partenaires pour aider les agriculteurs à augmenter leurs rendements et faire plus de recherches. OK. Pour notre secteur, nous avons identifié sept besoins des petits agriculteurs. Ils ont besoin d'accès à des intrants de haute qualité. Actuellement, la situation dans les communautés rurales, c'est les intrants ne sont pas, ou les intrants, ça veut dire les engrais et les ciments ne sont pas de haute qualité. Donc, il y a des problèmes ou les résultats négatifs à propos de la santé des terres et tout ça. Donc, c'est le premier problème que nous avons identifié des petits agriculteurs à travers l'Afrique. Le deuxièmement, ils ont aussi besoin d'accès des instruments financiers. Actuellement, ils n'ont pas l'accès des capitaux pour augmenter leur cultivation. Donc, ça aussi, c'est très important. Troisièmement aussi, ils utilisent les informations, je ne sais pas les mots en français, mais en français, c'est outdated. Donc, ce n'est pas moderne. Donc, ça affecte les productions en tant que les qualités et les quantités. Ce n'est pas normalement c'est pas suffisant pour les aider de faire plus de recherches. Quatrièmement aussi, il y a un problème de l'accès au marché. Normalement, ils travaillent avec en anglais, on les appelle middlemen, qui achètent les produits chez eux et puis vendent. Et ils n'obtiennent pas les prix équitables de leurs produits. Donc, il y a aussi un problème de ça. Et finalement aussi, son opération sont un peu, c'est pas organisé, quoi, c'est pas structuré. Donc ça, c'est les problèmes que nous avons identifiés et développer la solution pour les aider à augmenter leur rendement. OK, je voudrais commencer la viande de cette présentation avec cette citation de FAO. Ils ont dit que la croissance de l'agriculture est 11 fois plus efficace de réduire l'extrême pauvreté que tous les autres secteurs. Ça veut dire que si l'organisation investit dans le secteur de l'agriculture, il y a le potentiel comment on dit, to remove,
Enlever, merci beaucoup. D'enlever. Oh, vous parlez anglais. Je peux continuer en anglais alors. Alors, donc, Je vais mélanger ici. Oui, donc ce qu'on va faire, je pense, Mariama, si tu veux, tu peux aller en anglais des fois. Son français n'est pas très Et je mauvais vais non plus. essayer de traduire ça au public, si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord? Ok, d'accord. So, ok, je vais continuer la prochaine. As a social enterprise, our vision is to empower farmers, give them the resources they need in order to sort of take themselves out of the poverty situations. I was in Parakou yesterday and I met with some farmers, and the situation is just like in Ghana and in Togo. It's the same situation across West Africa. So we see that when we are able to empower farmers with the resources they need, they're able to uplift themselves out of their own poverty situations and see farming as a business and not just a means of subsistence. C'est bon? Ok, en tant qu'entreprise sociale, ce que nous essayons de faire, c'est de donner des ressources aux agriculteurs, à nos paysans, aux personnes, à ces personnes-là qui cultivent, qui font des productions en Afrique, qui vivent dans des conditions, on va dire, un peu vulnérables ou de pauvreté extrême. Et c'est la même situation au Ghana qu'au Bénin, on le voit un peu partout. C'est de leur donner beaucoup de pouvoir, c'est de leur donner des outils, des ressources, afin de pouvoir sortir de cette situation d'extrême pauvreté et de pouvoir être des entrepreneurs prospères. Oui. Donc, notre mission, our mission is to create lasting profits for farmers, so they become independent of, any other aid from external parties. Donc, la mission, comme c'est écrit, je ne vais pas le traduire, c'est de créer de permettre aux populations, aux agriculteurs d'avoir des ressources, de pouvoir avoir de quoi se nourrir pour être pour être prospères. Okay, so who are we? I think the moderator already said a few things. So Farmerline is a Ghanaian success story, as I like to say it. It was started 9 years ago with 400 farmers in one region of Ghana, only 400 farmers. Today, the company has grown to serve over 120,000 farmers in Ghana across 14 regions. That is quite a remarkable achievement, if you ask me. Then this is only for Ghana. Globally, we have served over 1 million farmers through partnerships. Donc, Farmerline, c'est une start-up, une success story ghanéenne, qui est une start-up qui a déjà plus de 100 000 producteurs paysans avec qui ils travaillent seulement au Ghana. Et aujourd'hui, plus globalement dans toute l'Afrique, ils servent plus de 1 million de producteurs. So this year, we raised pre-Series A funding, like the moderator rightly said, of over $50 million to expand into the neighboring African countries. So we are setting up in Togo, Benin, and then we continue from there. Alors donc, l'année passée, ou cette année, ils ont levé en série A plus de 14 millions de dollars pour pouvoir élargir leurs activités dans d'autres pays comme le Bénin, le Togo et autres. Yeah, so we operate two business models. Our first business model is where we directly serve farmers, so which is our B2F, business to farmer model. I'll explain what this is in another slide, but our B2B, where we work with organizations who have farmers that they support in their supply chain. Okay, so we also have the B2B and then B2F. So you need to define what your business model is when you're developing your solutions. So for our B2B, we have a platform, which I'll also speak more into details about. It's a proprietary flagship platform called Merge Data. So we are able to license this platform to organizations who then use it to run their supply chain. Alors, ils ont deux modèles. Farmerline a deux modèles. Un modèle B2F, B2 business, c'est-à-dire eux vers des producteurs. Donc peut-être en français, nous on va appeler ça B2B, Oui. business to producer. Donc ils servent directement les agriculteurs, mais ils ont un second modèle qui est le B2B. Ils servent également, ils ont une plateforme de données qui peuvent aider les coopératives et les organisations de développement qui veulent organiser des filières agricoles sur les chaînes de valeur agricoles
qu'ils servent. So we are currently, through using the B2B, we have served over 35 partners in over 35 countries globally. Avec leur plateforme de B2B, avec les organisations de développement, ils sont aujourd'hui dans plus de 35 pays. Ils travaillent avec au moins 35 pays déjà, à travers l'Afrique et également le monde. Yeah, so this slide shows the distribution in terms of the regions where we have partners that have deployed the platform. Currently, we have 18, or we have partners in 18 countries, and the red are spread across the world. Dans ces 35 pays, 18 en Afrique et le reste dans le reste du monde. Okay, so this is our B2F model. I'm going to spend some time to explain into detail how it works because I think it has a direct relationship with the concept or the objective of this event. Alors, ce slide, c'est pour expliquer son modèle B2F, c'est-à-dire vers les producteurs, comment ils font spécifiquement. Et c'est vraiment, elle va passer un peu de temps dessus parce que c'est vraiment l'objectif de cet événement. Okay, so we usually obtain or we usually acquire farmers under our B2F through farmer-based organizations, cooperatives, and agro-businesses spread across the country. We have this loop. As you can see, it starts and it goes and then it continues. So this first step is the beginning of the cropping season and then all the way to the end of the cropping season. So we literally handhold the farmers throughout the cycle of the cropping activity. Alors, ils atteignent les producteurs grâce aux coopératives, aux organisations de producteurs qui sont en place dans les différentes villes, dans les différentes régions. Et leur modèle, spécifiquement pour atteindre ces producteurs-là, c'est un modèle circulaire où ils passent en fait d'étape en étape et ils font tout le cycle avec les agriculteurs pour les amener du premier point vers les points où ils ne sont peut-être pas encore dessus. Right. So the season begins with inputs, right? The farmers go to their local input dealer to buy the seeds, the fertilizers, the agrochemicals, and then they use that to then start their cultivation. So at the first step, we have partnerships with the input importers. Okay, so in Benin, that could be Sodeco. We haven't yet spoken to Sodeco. Please don't quote me anywhere. But in Ghana, we have relationships with importers of fertilizers who we buy from, and then we're able to then sell to the input sellers who then sell to the farmers on credit. Because like I mentioned in the previous slides, pre-financing farming activity is very difficult for farmers. So this is how we support with access to inputs and to capital. So we're able to pre-finance their input needs pre-season. Alors, on sait tous que le point de départ de l'agriculture, c'est d'avoir accès aux intrants, d'avoir accès aux produits, aux semences, aux engrais chimiques. Et donc, le point de départ de leur modèle, c'est de toujours permettre à ce que les producteurs aient une relation directe, de les mettre en relation avec les importateurs, avec les entreprises qui importent en fait les intrants agricoles, que ce soit semences, engrais, fertilisants et autres. Et par exemple, au Bénin, ils travaillent avec notamment le très connu Sodeco, mais on n'est pas là pour parler de Sodeco. Au Ghana, ils travaillent avec une entreprise ou plusieurs entreprises qui font de l'importation d'intrants agricoles. Et c'est vraiment permettre aux agriculteurs d'avoir accès à ces intrants qui est le premier point de leur modèle. Okay, so at that point where the farmer comes to request for the inputs on credit, he gets registered on merge data. The seller takes his information, so it could be his name, his contact, and then the location of his farm. Okay, and then subsequently, a call center executive calls the farmer to ask a series of questions to profile the farmer, to understand who the farmer is, and create an economic profile on merge data. So this is the second step. Alors, lorsque l'agriculteur, le producteur demande en fait des intrants, ce qui va se passer en premier, c'est qu'on va lui créer un profil sur la plateforme Merge Data où on va prendre des informations primaires, nom, prénom, où est-ce qu'ils sont, pour connaître qui est vraiment ce producteur-là, qu'est-ce qu'il fait, pour avoir un profil économique ou un profil du producteur, de l'agriculteur en question, afin maintenant de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut lui offrir comme accompagnement. Yeah, so the types of information we collect is the size of his farm.
what types of crops he farms, what is the location, the exact location of his farm. We do what we call the GPS mapping, where we're able to extract polygons in satellite view on mesh data to determine the characteristics of the land of within that region. And based on that, we're able to extend tailor-made solutions. For instance, if he's in an area with maybe low phosphate nutrient level in the soil, we're able to present to him a combination of inputs that would increase the phosphate constitution of the soil. So this is how we use the farmer's data. Alors, les informations qu'il collecte spécifiquement sur les agriculteurs, c'est où est-ce qu'ils sont situés, quel est le type de sol, la culture, ou ce qu'ils veulent faire comme produit pour une saison agricole peut-être. Également, les périmètres de leur champ, de leur exploitation agricole, afin de pouvoir caractériser, de connaître les différentes caractéristiques principales de cet agriculteur-là et comment on peut maintenant l'aider à pouvoir atteindre ses objectifs. Si par exemple on sait que le sol est pauvre en phosphate ou en Nitrogen. Ou en nitrogène. Voilà, nitrogène ou azote, voilà. On va lui donner des engrais spécifiques ou des fertilisants spécifiques dans sa culture afin de pouvoir l'aider. Donc, on doit connaître spécifiquement toutes ces caractéristiques, toutes ces données sur l'agriculteur, sur le producteur, avant de pouvoir savoir spécifiquement qu'est-ce qu'il faut lui donner, provide en termes de culture. Okay, and then the fourth step, now we have the farmer's data, so we're able to organize workshops in his local community using local enumerators who speak the local language. And we usually equip these local enumerators with audio-visual content so that they're able to facilitate a better learning process. So they're able to show the farmer, seeing is believing, as we say in English, and then help him better adopt to the new practices that they're teaching. So that's the fourth step. Quatrième étape, je vais changer je laisse allumer, ok. Donc, quatrième étape, on va organiser des ateliers dans la communauté, dans la région de ce producteur-là, avec des formateurs ou avec des personnes qui parlent la langue locale, le langage local, qui connaissent les réalités du terrain, afin de pouvoir lui expliquer la nouvelle méthodologie ou les nouvelles normes qu'on voudrait faire accepter, on voudrait faire à ce producteur-là, et le mettre à l'aise par rapport au modèle dans lequel on va le mettre par la suite. Ensuite, on va lui donner également des informations audiovisuelles, on va le former avec des contenus audiovisuels qu'on a créés auparavant, qui vont lui permettre de pouvoir avoir des pratiques agricoles ou agriculturales plus efficientes. Okay, and then the fifth step, we have a very innovative product, which is the voice messaging tool. And it's a functionality on mesh data where we're able to disseminate voice messaging to farmers, irrespective of their location or the language they speak. So long as they are within the confines of a country, we're able to reach them with voice messaging. So this is how it works. A farmer receives a phone call, a normal phone call. He listens to it, and then he hears a voice, and that is the end of the conversation. He doesn't need internet. He doesn't need to pay any service charge for the receive. It's free of charge, completely free of charge. Alors, sur la plateforme Mesh Data, ils ont une technique qui permet d'envoyer des messages vocaux aux producteurs dans tous les pays, dans toutes les langues, dans toutes les régions où ils sont présents. Ou spécifiquement, comment ça se passe? Le producteur reçoit un appel vocal, donc il n'a pas besoin de payer. Il reçoit un appel vocal où on lui donne un conseil spécifique, on lui parle d'une problématique donnée, on lui donne des informations spécifiques sur ce qu'il fait, sur ce qu'il aura fait en fonction des informations qu'on avait déjà recueillies à son niveau auparavant. Donc, cette technique permet spécifiquement de pouvoir lui donner des informations sans qu'il ne paye un coût. Ça n'a pas besoin d'Internet, ça n'a besoin de rien du tout. Il a juste besoin de décrocher l'appel et d'écouter la conversation. Et à la fin de la conversation, il peut mettre en pratique ce qu'il a appris. Yes, and this service, the farmer doesn't need a smartphone. He just needs a phone. It could be a simple feature phone, and he can equally have access to the information. So the information we share using voice message could be weather forecast alerts. So if the farmer received that information and he wants to dry his produce, say, the next day, he knows not to do that. Otherwise, he will have a poor, yield. And we also are able to send him market information, epidemic warning alerts. Even during the COVID time, we're able to send the farmers information about COVID in voice messaging. Alors spécifiquement, ces messages, ces informations qu'on partage avec les producteurs, ce seront spécifiquement des informations météo,
des informations sur les prix, sur le marché, et également des informations sur des alertes épidémiologiques, je pense que je le dis bien. Par exemple, durant le Covid, les producteurs ont reçu beaucoup d'informations épidémiologiques par rapport à des alertes au plan national et tout. Et donc, il n'a pas besoin d'avoir un smartphone, il a juste besoin d'un petit téléphone, il peut prendre l'appel, et donc pas besoin qu'il sache lire et tout ça. Il reçoit l'information dans sa langue locale directement. Thank you. And then now the farmer has the information, he has the education, he has the inputs. He's able to combine all the various factors of production on his farm and cultivate the crops he needs. And that's the 6th step. 6e étape, il a déjà des intrants, on lui a donné des intrants. Ensuite, on lui a partagé des informations culturelles, des informations qui peuvent l'aider à vraiment faire son champ. Et là, il s'en va au champ pour cultiver, faire ce qu'il a à faire, tout en utilisant toutes ces données ou toutes ces informations, ces ressources qu'on a mis à sa disposition. The 7th step, which is a product we are rolling out in Benin currently, is the call center service. We have this working perfectly in Ghana across all networks. The farmer just has to call 399 and he can speak with any call center executive. We are having this, I'll speak more into details in the subsequent slides. We have this partnership with IFDC in Benin to roll out this system to serve more and more farmers. Alors, 7e étape, ce qu'ils font spécifiquement et ce qu'ils ont eu, l'expérience qu'ils ont eue avec le Bénin, c'est vraiment des appels téléphoniques depuis en fait dans leur ferme, ils reçoivent des appels téléphoniques depuis des bureaux, des gens qui vont les aider. Et ils ont eu à faire ça, ils ont eu à faire cette expérience avec l'IFDC, où ils ont vraiment travaillé à ce que les producteurs reçoivent directement des informations par téléphone avec des systèmes de serveurs, de voice et tout, pour pouvoir avoir l'information dont ils ont besoin. Yeah, so they can either receive a call or they can place calls to ask for any assistance. Perhaps it could be how to tackle a certain pest infestation on his farm. Or it could be anything. Where is the nearest input dealer to my proximity or to my location? And these call center executives are well trained to respond to any questions or any assistance that the farmers may need. Alors, la solution, c'est de mettre en place un call center. Je l'avais mal expliqué peut-être dans ma précédente intervention, je le reprends. Donc, c'est vraiment un call center. Au Ghana, les gens peuvent directement appeler un numéro, je pense, c'est le 319, donc le 319. Au Bénin, 399, oui. OK. Donc, ici au Bénin, c'était des call centers où l'agriculteur peut recevoir des appels, dont on l'appelle directement, mais lui-même, il peut appeler pour pouvoir alerter sur des urgences dans sa ferme, dans son champ également. Oui, et cette service est tout gratuit pour les agriculteurs. And au Ghana, in Ghana, it's available across all networks. In Benin, we are also in the process of including other MNOs, the mobile network operators, into the service. So for now, it's only available for MTN subscribers. Alors, ce service est totalement gratuit pour les producteurs. Ils ne payent rien. Au Ghana également, avec l'appui des GSM, des réseaux comme MTN, ils arrivent à avoir, on peut donner ce service-là aux agriculteurs. And then finally, at the end of the season, we're able to offtake or present a ready market to the farmers. But there are certain conditions for this. It's on the basis if the crops that the farmers have cultivated is within the value chains we support. So for now, it's mainly in cereals and some cash crops. But we haven't yet started for fruits and vegetables. So we're able to present a ready market to farmers, and we always pay at fair market prices. We never take advantage of the farmers. And we're able also to use this offtake agreement to extend the inputs on credit in the beginning of the season. So basically, we just balance out the difference, and then we pay the farmers what is due them. Alors, dernière étape, à la fin de la saison, on récolte, les agriculteurs ont leur culture. Qu'est-ce qu'on fait? On doit vendre. Donc, ils peuvent également, leurs startups peuvent également racheter de la production au prix du marché auprès de ces producteurs-là. Donc, c'est le prix du marché qui respecte pour pouvoir racheter ces productions au niveau des producteurs afin de pouvoir envoyer ça sur les marchés qui en ont besoin. Okay.
I'm going to skip a few slides, but basically this one is just speaking about our contribution to the Sustainable Development Goals. Okay, so basically we use a data-driven model to support farmers. Like I mentioned, we develop solutions that increase farmers' access to resources and help them increase their wealth. So like I mentioned, our technology is called Merge Data. You can just go to mergedata.com and you can access all the various functionalities of the platform. So it is our own in-house built technology, like I mentioned, built 9 years ago, and it has evolved now and is very scalable and is serving partners in 35 countries globally. So it allows us and then the organizations we license the platforms to collect information about their farmers and then also do things like M&E activities, monitoring and evaluation. And the information that is collected, we also have a very high-tech business intelligence tool which is able to generate insights into the data that is collected, high-level insights into the data that is collected. Merge Data, donc vous pouvez aller sur mergedata.com, vous aurez accès à la plateforme. C'est un logiciel mobile et web qui permet de pouvoir récolter toutes les données dont nous avons parlé plus tôt et de pouvoir utiliser ces données-là pour pouvoir avoir, je vais dire, de grands agrégats, insights, des grands agrégats de données qui peuvent être analysés pour avoir des contributions par rapport aux organisations qui demandent. C'est une solution très flexible qui permet qui peut être élargie à n'importe quel nombre d'utilisateurs, de producteurs qui peuvent les utiliser au même moment. Okay. So these are some of the models that Merge Data supports. I should go. Okay, sure. I'm going to skip. Okay, I stop here. Okay, no problem. All right. Thank you very much. Okay. Sorry about that. So I'm going to run quickly on the models that Merge Data supports. So we're able to do farmer profiling, which I explained extensively earlier, where we're able to develop economic profiles of farmers on Merge Data. We're able to do farm mapping, GPS farm mapping, to determine the exact location of a farm on satellite view. We're able to also use the same tool to extend, to do what we call digital payments when we offtake from farmers. We're also able to use our voice messaging tool to support farmers in their local languages. We're also able to do some other things like certification inspections, traceability of products, etc. So this is in summary, but I'm going to just speak on two things. The platform is, you can use a platform in offline mode. This is a very important point, or a very important advantage of the Merge Data. So in zones with poor connectivity, you can actually collect the data, save it, and when you enter into a zone with connectivity, you sync the data so anyone in any part of the world can then access the data. But once it's saved, it only stays on the phone or the mobile device of the data collector. Oui, c'est bon. OK. Merci. Alors, pour résumer, tu peux revenir dessus. OK, pour revenir, la plateforme, elle peut être utilisée. Donc, ici, l'accent qu'elle a mis, c'est beaucoup plus sur l'utilisation en offline, c'est-à-dire sans connexion Internet. Et même si vous avez une connexion Internet, vous avez accès à la plateforme et vous pouvez sauvegarder des informations hors ligne que vous pouvez voir à chaque moment. Vous pouvez avoir accès après avoir eu accès à ces informations-là. Je pense spécifiquement. Yeah, this is the beginning previous, of the... no, previous. Previous. OK, ici, elle a parlé de comment ils font. Donc, je pense qu'on en a déjà parlé. Donc, profil économique des agriculteurs avec les informations qu'on a collectées sur eux. GPS mapping pour connaître exactement la localisation, la zone où il y a l'exploitation. Pour pouvoir les aider à faire des plans d'affaires efficaces. L'appel, les informations en vocal qu'ils offrent également sont une partie. Également le financement pour qu'ils aient accès aux intrants et enfin pouvoir faire des inspections de ferme pour savoir si tout va bien, si tout se passe bien dans la ferme et encadrer les producteurs dans ce qu'ils font comme pratique agriculturale. Okay. Merci beaucoup. Merci Mariam. On peut applaudir Mariam s'il vous plaît. Alors tout de suite je vais demander à Mariam de prendre place.
Je pense qu'elle mérite plus que ça en termes de... Farmer Line, aujourd'hui, pour nous, je vais dire pour nous parce que moi-même, je suis peut-être entrepreneur, Agritech, c'est un exemple en termes de réussite en e-agriculture, en agritech en Afrique, à partir du Ghana, parce qu'ils ont réussi à faire ce que nous n'avons pas encore pu faire peut-être au Bénin. Et je vais ouvrir en même temps le débat en invitant mes 3 autres panélistes. Je vais commencer par M. Elvis Azonsi. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur Elvis Azonsi, il est country manager de Agrosphère, une start-up agritech béninoise également, qui est sur le marché. Il va nous dire comment ils ont fait, comment ils font pour pouvoir adresser la problématique de notre panel dont nous allons discuter pendant 45 minutes environ. 1 heure. Ok, on va essayer. Il est 55, donc on va essayer de finir à 12h55. Mon second invité sur ce panel, c'est M. Donald Tchaou, sous vos ovations. Donald Tchaou, il est le promoteur et le CEO de TIC Agro Business. Il est accessoirement également le vice-président de la Fédération des SAE du Bénin. TIC Agro Business qui fait, je vais dire pratiquement la même chose également, qui fait des choses qu'on a vues chez Farmer Line, on va en parler plus tard, tout à l'heure. Et pour ne pas parler seulement d'agriculture sur ce panel, parce que servir des solutions digitales pour les zones à faible connectivité, ce n'est pas seulement de l'e-agriculture, c'est également de l'EduTech, du e-learning. Adjara Idriss, que je vous demande d'applaudir et d'accueillir avec moi. Adjara qui a créé une start-up, qui est CEO d'une start-up Sewema, qui fait du e-learning, et aujourd'hui de Mara Academy, qui est un cabinet de consultation en e-académie. Et je pense qu'on a suffisamment de micros, donc je vais rejoindre mes chers invités pour qu'on puisse démarrer. J'ai oublié mon téléphone. Pour qu'on démarre la discussion. Le thème qui nous réunit ce matin devant vous, parler de comment nous pouvons adresser les zones à faible connectivité, surtout les zones rurales, parce que parler du numérique aujourd'hui, ce n'est pas seulement rester à Cotonou, dans le confort du palais des congrès ou dans le confort de nos bureaux, de nos administrations pour en parler, mais comment nous arrivons spécifiquement à pouvoir adresser des populations qui sont loin de nous, qui sont des populations rurales, qui sont peut-être même pas loin de nous, mais qui ont des contraintes ou des barrières. Et aujourd'hui, nous n'avons que des startups avec nous. Je vais commencer par Agrosphère. Je vais aller directement sur Agrosphère. Monsieur Azonsi, présentez-vous, dites-nous qui vous êtes et ce que vous faites avec Agrosphère. Ok, merci pour l'invitation. Alors, mon nom c'est Elvis Azonsi, je suis country manager de Agrosphère. Alors, nous sommes une start-up qui accompagne les acteurs du monde agricole, en fait, j'ai envie de dire les coopératives vers l'accès au marché. Donc, si on imagine un scénario très simple, c'est que on va déployer des équipes sur le terrain qui vont collecter de la donnée pour réaliser un répertoire digital des membres d'une coopérative. Ensuite, faire le mapping, donner du conseil agricole sur mesure, couplé avec les données de production, réaliser la traçabilité. Ensuite, on va dire créer cette rencontre entre l'offre et la demande et faciliter l'accès au marché pour les petits producteurs regroupés en coopérative. Donc voilà ce que nous faisons essentiellement à Agrosphère. Ok, merci beaucoup, monsieur Azonsi. Même exercice pour mon voisin de gauche. Merci, je suis Tchaou Donald, le responsable de TIC Agro Business. J'ai bien envie de dire, on fait copier-coller de Farmer Line. Nous nous appuyons sur... ce que nous avons fait, c'est que nous avons catégorisé les producteurs en 3 groupes d'acteurs. Parce que notre approche est basée essentiellement sur le numérique. Et donc, nous essayons pour les producteurs qui n'ont pas du tout de téléphone, nous utilisons des vidéos de vulgarisation pour leur formation et tout. Nous avons même développé, je dirais, on a pu, avec des partenaires, avoir des outils de projection qui nous permettent de faire des projections même en journée. Pour les producteurs qui ont des téléphones simples, on s'appuie sur la messagerie vocale. Et pour ceux qui ont des smartphones, nous avons une application qui les aide, que nous appelons AgriSafe. Alors, le plus que nous faisons, c'est
On s'est rendu compte qu'en zone rurale, c'est difficile pour les producteurs de pouvoir utiliser le téléphone portable parce que ils dépensent beaucoup pour la recharge. Et donc, nous avons mis en place notre propre kit de recharge qu'on appelle DigiKios, que nous installons dans les zones où nous intervenons comme support technique et faciliter l'utilisation des solutions par les producteurs. Et évidemment, nous travaillons sur la question d'accès au marché en lien avec tout ce qui est aussi crédit et intrant. Merci. Merci Donald. Adjara de CEVEMA Mara Academy. Tu peux te présenter, je te passe mon micro. Donc, moi, c'est Hadjara Wanchede. Je suis entrepreneur dans le domaine de l'éducation depuis un peu plus de 7 ans. J'ai commencé avec CEVEMA et aujourd'hui, je travaille sur Mara Academy. Ce qu'on fait principalement chez Mara Academy, c'est 2 choses. Déjà, c'est une plateforme de formation 100% en ligne et on aide les jeunes. La première chose qu'on fait chez Mara, c'est qu'on aide les jeunes à trouver de l'emploi dans les métiers d'avenir. Donc, on est très focalisé sur les métiers de demain parce qu'on croit chez Mara Academy que le monde a changé, le monde est en train de changer et que d'ici 10 ans, il y a des métiers aujourd'hui qui ne vont plus exister. Il y a des métiers qui vont se créer. Donc, chez Mara Academy, on aide les jeunes africains à avoir les compétences et les aptitudes nécessaires pour pouvoir trouver un emploi décent dans un métier d'avenir. On aide également les porteurs de projets parce qu'on croit que pour qu'il y ait de l'emploi décent, il faut qu'il y ait de plus en plus des entreprises à succès. Donc, on accompagne les jeunes entrepreneurs, les jeunes porteurs d'idées qui ne savent pas comment se lancer. On les aide à se lancer pour pouvoir avoir des entreprises à succès. Merci. Alors, je ne vais pas demander à Mariam de se représenter parce que je pense qu'on a suffisamment entendu. Ou bien? Alors, ma première question va s'adresser à Mariam. Alors, par rapport à l'expérience du Ghana, ce que vous avez eu à faire au Ghana et tout, comment avez-vous fait dans les zones où il n'y a pas vraiment le réseau Internet, où il y a une faible connectivité, comment vous vous êtes débrouillé pour amener de la technologie, des technologies dont on a parlé là, comme par exemple, comment vous faites par exemple du GPS et toutes ces technologies-là dans ces régions-là? Can I respond in English? Then Okay, you do the in English, translation. please. Awesome. Hello. So for our pharma services model, which is the B2F that I presented earlier on, we work with field agents who we equip with smartphones or tablets in collecting data. So they're able to also use the same smartphones to do the farm mapping. So how the farm mapping works is they just take a walk or ride around the perimeters of the farm, and then the coordinates of the boundaries are picked as vertices on the platform or on the phone, and then it's uploaded onto the cloud. So that's how we do the farm mapping. It's very simple. The technology was built and it's evolved, and it's actually been working for a number of organizations. I can mention a few who use it currently, which are like the international chocolate brands that you can think of. So it's actually very, very effective. So that's how we do the farm mapping. With regards to the farmer education, these same field agents are able to use those same mobile devices to empower the farmers or educate the farmers with audiovisual content. So it could be a laptop, or it could be a smartphone or a tablet. And then they're able to then extend those education to the farmers. So that's the second point. I don't know if you want to explain that before. That's okay. Okay, and then the third thing is what I mentioned about the voice messaging. We are able to disseminate voice messaging irrespective of the farmer location, so long as it's within the confines of the country. Okay, and even with the data collection on the mobile devices, like I mentioned, we have a function that allows the data collectors to save the data within the zones with poor connectivity. And once they enter into a zone with connectivity, they just sync the data. So it could be maybe in Parakou. Lorsqu'on va dans une zone, on essaie vraiment de comprendre la zone. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous déployons une application mobile, la zone est en mesure d'utiliser l'application mobile ou pas? Est-ce que c'est la messagerie vocale qui est l'idéal, ou même parce que même pour que la messagerie vocale puisse être accessible aux acteurs, il faut qu'il y ait au moins le réseau GSM. Donc, est-ce que c'est ça qui est l'idéal, ou bien est-ce qu'il faut partir sur des vidéos? Et ce que nous faisons essentiellement pour les zones que nous appelons quasiment les zones blanches, c'est vraiment de faire de la vulgarisation à partir des vidéos, donc faire des séances de projection et explication des producteurs. Et aujourd'hui,
nous sommes en train d'utiliser les Raspberry pour pouvoir créer des serveurs, je dirais des serveurs locaux au niveau des producteurs autour de nos digikiosques. Et l'idée, c'est que nous mettons directement des tablettes à disposition avec du contenu audiovisuel et les producteurs qui n'ont pas du tout de smartphone peuvent directement se connecter à ce Raspberry et pouvoir pouvoir suivre les vidéos qui sont disponibles. Et les Raspberry ont aujourd'hui cette possibilité de pouvoir émettre des fréquences FM. Et nous sommes aussi en train de voir avec la possibilité aujourd'hui de pouvoir s'appuyer sur ces Raspberry pour que dans des zones où il n'y a vraiment pas de réseau GSM qu'on puisse émettre via fréquence FM et permettre aux producteurs de s'appuyer sur les radios pour avoir de l'information dont ils ont besoin et bénéficier du conseil agricole. Ok, assez intéressant de pouvoir contourner le fait qu'il n'y a pas Internet, que peut-être il n'y a pas de smartphone également. Agrosphère, est-ce que vous avez des expériences similaires également sur le terrain avec des spécificités de technologie que vous utilisez? Bien sûr, bien sûr, exactement. Donc, on a développé une plateforme web mobile. Donc, la plateforme mobile permet de collecter de la donnée sur le terrain, de remonter. Donc, c'est plutôt une application mobile qui fonctionne sans connexion Internet. Bon, même si en fait, la connexion Internet reste un enjeu parce que quand on finit de collecter de la donnée, il faut pouvoir la synchroniser pour que le web puisse la récupérer simplement. Donc, aujourd'hui, c'est quand on déploie cette application mobile, en fait, une solution qu'on appelle Agrosphère Survey, qui permet de collecter tout type de données sans de la connexion Internet. Donc, exactement comme le fait Famelan aussi, on a développé une solution d'éducation qui permet d'implémenter tout type de vidéos, en fait, tout type de contenu pour la vulgarisation. Donc, c'est une application qui marche aussi sans connexion Internet. Donc, on a la possibilité de télécharger les vidéos en streaming, de pouvoir les lire après. Donc, voilà, donc c'est exactement ce que nous faisons. Donc, je rappelle que la solution de collecte de données que nous avons déployée sur le terrain permet de prendre les positions de géolocalisation, de réaliser la cartographie des champs avec précision. Et voilà, donc on a aussi des équipes d'agronomes qui viennent en support à tous enfin, les agents des coopératives, à tous les gestionnaires des coopératives qui utilisent cette solution sur le terrain aussi. Voilà. Okay. Alors nous savons tous, en matière de connectivité en zone rurale, l'une des problématiques, et je pense Donald a voulu l'aborder tout à l'heure, c'est la question d'éducation des populations. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre expérience, je vais toujours rappeler, c'est vraiment excusé que je revienne, c'est votre premier amour. Est-ce qu'avec l'expérience de CEVEMA, est-ce qu'aujourd'hui on peut spécifiquement éduquer les populations dans les zones rurales à utiliser les technologies plus facilement? Est-ce qu'elles sont ouvertes à pouvoir les utiliser également? Okay. Merci pour la question. Je pense que la question de l'éducation, comme Donald l'a mentionné, c'est une véritable problématique aujourd'hui. L'expérience avec CEMA a montré aujourd'hui avec Mara Academy qu'il y a beaucoup de personnes en zone reculée qui veulent bien apprendre à utiliser le numérique, le digital, veulent bien se lancer dans certains secteurs, les métiers d'avenir. Mais il y a une réalité, c'est que ces personnes ne sont pas aptes à utiliser correctement les outils numériques. Et il y a une grande partie aussi qui sont aujourd'hui des personnes qui ne sont pas forcément allées à l'école, alors que pour utiliser une application, pour faire par exemple du marketing digital, vous êtes du domaine, vous savez qu'il faut maîtriser il faut avoir certaines compétences, il faut être allé à l'école au minimum pour pouvoir faire certaines choses. Donc il y a cette problématique-là qui est aujourd'hui réelle, où on n'a pas forcément trouvé encore une solution. Ce qu'on essaye de faire à notre niveau, c'est par exemple d'éduquer, d'initier cette population-là au numérique. On va par exemple faire une formation, initiation au marketing digital, qui sera juste une formation de courte durée,
qui montre à une personne qui n'est jamais allée à l'école comment je peux utiliser mon Facebook, comment je peux prendre une photo, publier, comment je peux utiliser WhatsApp pour pouvoir vendre mes services, par exemple pour une personne qui est dans le domaine de l'agriculture. On va faire ce genre de choses et on réfléchit à des solutions pour pouvoir permettre à ces personnes-là d'avoir plus de compétences dans ces domaines, dans ces métiers d'avenir. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément une solution que je vais dire qu'on a adoptée. On essaye plusieurs choses comme la sensibilisation, parce que c'est aussi une problématique. Les gens souvent ne comprennent pas l'importance du digital. Donc on fait de la sensibilisation, on va faire des cours de formation, donc une initiation au digital. Et ces personnes ne sont pas connectées. Donc comment on le fait? Entre-temps, avec CEVEMA, ce qu'on avait commencé à mettre en place, c'est qu'on a mis en place un serveur offline qui devait être installé dans les zones reculées, justement, qui allait permettre aux gens de pouvoir avoir accès aux formations sans connexion Internet. Et aujourd'hui, avec Mara Academy, on essaye de mettre en place une box qui va permettre aux gens en zone reculée de pouvoir se connecter. On pense à d'autres solutions. Je pense que j'aurai l'occasion d'en parler plus tard. D'accord. Mariam, tu nous as parlé des appels vocaux, des appels directement aux producteurs pour leur donner des conseils, pour leur... Déjà, première question, combien de temps ça dure ce type d'appel? Et ensuite, est-ce que si on l'appelle à n'importe quelle heure, il peut décrocher? Est-ce que les producteurs ils sont ouverts à apprendre à décrocher ces appels? Est-ce qu'ils ne sont pas occupés à faire autre chose? Est-ce que également leur téléphone est toujours allumé pour pouvoir recevoir ces appels tout le temps? Quel est le taux de réussite lorsque vous émettez par exemple 100 000 appels? Quel est le taux de réussite que vous avez avec cette idée de faire des appels directement sur le téléphone portable? Okay, that's actually a very good question. So the maximum number of seconds that a call can last for is 60 seconds. So we try to make it short so that farmers can really relate and they don't get bored and drop the call. So it could be 30 seconds, it could be 20 seconds, it could be, hi, my name is Mimi, I'm calling you from Farmerline. I just wanted to inform you that it's going to rain tomorrow, so make sure not to dry your crops. Simple. And then the call ends. In the event he or she does not pick the call, we're able to see a statistic of it on a dashboard, which allows us to know what is the response rate. So we're able to know if farmers were able to listen from the beginning to the end, how many seconds they stayed listening to it before they ended the call, if they indeed received the call or not due to connectivity challenges. So we're able to collect or we're able to provide all this data for our own internal use and for organizations that request for this service to be done for them. On m'a soufflé de te laisser dire ça en français. Ok. Short. Je vais essayer. Oui. Ok, donc... sorry. Les maximum, c'est 60 secondes. C'est 60 secondes. Donc, les contenus, ça peut être les prévisions météorologiques, des informations sur les marchés et tout ça. Donc, nous pouvons déterminer les durées que les agriculteurs recevoir les messages ou écouter les messages, les durées, si c'est toutes les durées des messages ou c'est moins que ça ou quelque chose comme ça. Aussi, nous pouvons aussi déterminer si les agriculteurs reçoivent les messages ou pas, si peut-être leur portable s'était étendu ou quelque chose comme ça. Donc, nous avons un tableau de bord pour avoir toute l'information. Donc, dans cette instance, c'est possible de renvoyer les messages en vocaux encore. OK. Oui, Donat. J'aimerais un peu plus renchérir par rapport à ça. La limite par rapport à la messagerie vocale, c'est le nombre d'appels manqués. Parce que quand on envoie les messages vocaux à des personnes, soit ils sont en déplacement, soit à l'instant T, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Même si préalablement, on a défini ensemble de l'heure à laquelle il faut envoyer le message, il y a une très grande probabilité où le message
ne soient pas vraiment, comment dit-on, reçus. Et ce qu'on avait remarqué quand on a commencé chez nous, c'est qu'il y avait plus de messages manqués que de messages reçus. Et donc, on a donné la possibilité aux producteurs de rappeler le numéro pour écouter directement le message qui était destiné au producteur. Et ça a amélioré un peu le niveau. Au niveau de notre pays, le Bénin, l'ACEP aussi a un peu réglementé tout ce qui est messagerie vocale. C'est considéré comme de la publicité. Il y a des heures auxquelles vous ne pouvez pas envoyer de la messagerie vocale à quelqu'un. Par exemple, les heures de repos, tard dans la nuit. Donc, il y a tout ça. Il y a aussi tout ce qui a trait au code du numérique, donc le consentement de la personne à recevoir des messages vocaux. Et c'est pour ça que vous voyez, les réseaux GSM n'ont pas de messages vocaux parce que l'ACEP a interdit au GSM de faire de la messagerie vocale. Lorsque vous recevez par exemple du SMS avec MTN, vous vous plaignez. En réalité, c'est en signant la fiche d'engagement à acheter la carte SIM que vous autorisez MTN ou bien Move à vous envoyer des SMS en termes de publicité et tout. Et donc, c'est pour éviter que les messages vocaux soient envoyés n'importe comment à tout le monde que l'État a un peu réglementé ce côté-là. Donc, c'est ce que donc, le temps, la durée, tout dépend vraiment du contenu du message. C'est vrai que lorsque le message est trop long, c'est coûteux parce que c'est pratiquement les mêmes coûts que les frais de communication habituels. C'est 1 franc la seconde. Et lorsque c'est trop long, c'est coûteux et parfois c'est ennuyant lorsque une personne doit décrocher et écouter pratiquement. Mais nous leur donnons la possibilité d'appeler. Donc, lorsque vous envoyez un message à quelqu'un pour lui dire « demain, il y aura pluie » et qu'il rate le message, il n'était pas disponible pour écouter, il peut rappeler ce numéro et le message qui lui était destiné, il va écouter exclusivement ce message-là. Je peux ajouter des choses? Okay. Je voulais donner la parole à M. Azonsi. 1 minute, rapidement. Non, 1 minute, allez-y. OK. Pour notre système aussi, c'est possible de déterminer les bonnes heures pour envoyer les messages parce que tout le temps, on recueille des données. Donc, on peut faire une estimation de les bonnes heures ou les bons jours pour envoyer et avoir un taux d'écoute élevé. Okay. Merci beaucoup. On sait que le monde agricole ou le monde rural en général, je ne veux pas appesantir ce panel, même si je suis entouré d'agritech, sur seulement l'agriculture. Mais est-ce que, par exemple, on dit ces messages sont en langue ou on fait des contenus en SMS qu'on envoie? Est-ce que vous avez fait des expériences sur ces problématiques? Est-ce qu'il y a des freins à ce type de technologie pour qu'elle puisse vraiment entrer dans l'habitude de nos producteurs ou de nos populations? Ok, en toute transparence, il y a 2 ans, on a développé un IVR, mais après, on a laissé l'exclusivité à Tigre Business. Parce qu'on a compris qu'on... Parlez-nous de votre expérience, comment ça s'est passé? Voilà, comme je vous l'ai dit, en toute transparence, c'est une solution qu'on n'a pas pu déplacer sur le terrain, mais quand même, on a eu à effectuer des tests. Et on avait un intégrateur gagné qui était derrière. Et donc, les appels étaient redirigés sur le Ghana. Donc c'est resté en interne, en fait. On n'est pas allé plus loin dessus. Voilà. Alors, pour entrer dans le détail de ces solutions, parce que ça semble très simple lorsqu'on se retrouve là et qu'on parle d'appeler, de faire des call centers, de pouvoir adresser des messages vocaux. Derrière, il y a toute une préparation, il y a des équipes, il y a des logiciels. Ça coûte de l'argent. La question que je veux poser, la problématique du coût. Parce qu'aujourd'hui, comme Farmer Line, et je pense comme Chicago Business, je pense qu'on en a beaucoup parlé, les organisations partenaires supportent beaucoup les coûts de cette technologie-là, de son adoption sur le terrain. Est-ce qu'un jour, on pensera que nos populations dans les zones rurales pourront eux-mêmes spécifiquement souscrire à ces services et pouvoir payer afin de rendre rentable ce que vous faites? Ok, merci. Le coût, je pense que au niveau du Bénin, les choses ont évolué. Je pense même que ça a évolué assez rapidement, surtout avec MTN. Quand nous avons commencé la messagerie vocale en 2015,
c'était difficile déjà d'intégrer notre serveur aux opérateurs GSM. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On avait notre plateforme et... Un serveur, ça coûte de l'argent, ça coûte. En fait, on a juste un ordinateur que nous avons transformé en serveur. Et nous avons les clés Internet. On a une carte SIM qui est connectée à la clé. On connecte la clé au PC et on recharge du crédit sur la carte SIM. Et c'est comme ça qu'on a fait de l'IVR avec le temps. On a traîné. Et ce qui fait que on était assez limité parce que si vous deviez envoyer 100 messages, les messages, et que chaque message fait 1 minute, ça fait 100 minutes. Ça fait le message part, son téléphone sonne, il décroche, il écoute, ça finit, ça relance, ça finit. Et donc le temps d'envoi n'était pas vraiment optimisé. Et avec le temps, on a pu négocier avec MTN qui a mis à notre disposition leur intégrateur. Nous avons pu intégrer. Et là encore, c'était assez coûteux parce qu'il fallait payer pratiquement 300 000 chaque mois pour des canaux. Mais aujourd'hui, ça a évolué. Aujourd'hui, maintenant, vous allez chez MTN, vous achetez des packs. Donc, vous pouvez acheter 1 million de minutes de messagerie vocale. Et donc, c'est ce que nous faisons. Nous rachetons la minute de messagerie vocale au niveau de MTN. Et au niveau maintenant de notre dispositif, nous revendons simplement le service. Maintenant, est-ce que les producteurs... Aux partenaires. Oui, à nos partenaires. Est-ce que les producteurs vont payer pour ça? Je pense que tout dépend de la pertinence du contenu de message qui est envoyé. Quand il s'agit par exemple des questions de météo qui sont assez importantes pour les producteurs, ils payent. Et quand il s'agit des questions d'information sur l'évolution des prix, ils payent. Avec l'UNICEF Bénin, on a mis en place un système de suivi de vaccination qui permet aux mamans de recevoir des rappels à chaque veille de vaccination pour pouvoir faire vacciner leur bébé. Et donc, là aussi, c'est vrai que le modèle est gratuit, mais quand on écoute les femmes, c'est un service dont elles ont réellement besoin parce qu'elles oublient rapidement les prochaines dates de vaccination. Mais ma question, c'est si elles devraient payer elles-mêmes, Mariama, je ne sais pas si vous allez je pense que si elles devraient payer normalement, est-ce que le coût serait accessible? Aujourd'hui, nous facturons la minute à 100 francs. C'est abordable. La minute à 100 francs, je vous laisse. Je ne sais pas si dans la salle vous serez prêt à l'acheter. Madame Awanchede, alors spécifiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on sait, les partenaires au développement financent beaucoup l'adoption de ces technologies-là dans les zones rurales. Qu'est-ce qu'on peut penser aujourd'hui à faire pour que ces technologies soient adoptées naturellement par les populations et qu'ils puissent eux-mêmes également acheter un jour ces technologies, parce que ça coûte cher aux startups de les développer, de les maintenir, de pouvoir rendre ça fonctionnel. Oui, par rapport à ça, moi je pense que le plus gros travail, c'est la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont dans ces zones ne comprennent pas forcément l'importance de cette technologie. Donc quand tu dis à une personne, donne-moi 50, elle te dit non, c'est trop cher. La réalité, c'est que ce n'est pas trop cher. C'est trop cher parce que la personne ne comprend pas encore l'importance et que la personne ne voit pas encore l'impact dans sa vie. Donc aujourd'hui, avec les organisations qui sont justement là pour soutenir, c'est d'abord un travail de sensibilisation pour les prochaines années, pour pouvoir permettre à ces personnes de pouvoir s'offrir ces solutions parce qu'elles vont comprendre elles vont comprendre au fait l'importance de ces choses et elles vont voir ce que ça leur apporte comme bénéfice. Je peux continuer? Quand je prends par exemple l'exemple de Mara Academy aujourd'hui, quand on forme les gens dans le domaine du digital et qu'on les aide à trouver de l'emploi, pour des personnes, des jeunes qui sont dans des zones reculées, si on a des organisations et on travaille aujourd'hui à trouver ces organisations qui nous accompagnent pour aller dans ces zones reculées, pour sensibiliser les jeunes en leur disant, vous savez, le digital a du potentiel, aujourd'hui il y a des métiers d'avenir, vous avez le mindset pour pouvoir avoir également ces choses, ce n'est pas uniquement réservé aux personnes qui sont en ville, on les sensibilise, ils acceptent, comme un peu l'a fait le gouvernement avec l'un des programmes où ils ont pris des gens un peu partout au Bénin, on les a ramenés à Cotonou avec Epitech. Il y a eu des formations pendant une certaine durée et l'objectif, c'est de les aider à trouver de l'emploi. Donc, en faisant ce genre de choses,
on va pouvoir au fait faire comprendre à cette population l'importance du digital. Et je pense que dans les années à venir, pas tout de suite, elles pourront également payer parce que ça aura de l'impact sur leur vie. Mariama, vous avez levé 14 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Vous travaillez beaucoup avec des organisations également, mais aujourd'hui ma question c'est, puisque vous avez un business model directement vers les producteurs, est-ce que les producteurs eux-mêmes peuvent acheter directement vos services directement? Nos services aux agriculteurs sont gratuits. Donc, on échange. Oui, mais parce que quelqu'un paye derrière. Est-ce qu'eux-mêmes peuvent payer? Ils peuvent payer, mais c'est même pour les organisations qui nous concédons sous licence des mèches d'État, c'est très petit par unité d'agriculteurs. Donc, ça veut dire que si une organisation comme, je ne sais pas si, non, pas Beyond Beans, OK, comme GIZ, si vous voulez collecter des données de peut-être 20 000 agriculteurs, c'est peut-être $0.64 per farmer. Donc, c'est moins de $1 par agriculteur. Mais si le volume des agriculteurs augmente, c'est un peu moins cher. Donc, nous avons un modèle pour encourager l'organisation, pour supporter plus d'agriculteurs, parce que c'est moins cher avec les nombreuses. OK, ça c'est une chose. La deuxième chose, nous vendons les intrants aux agriculteurs. Nous avons une petite marge. C'est cette petite marge qu'on utilise pour s'attendre les services d'éducation et l'information. Parce que l'information que les agriculteurs reçoivent par messages vocaux, c'est aussi gratuit. Mais nous avons un modèle avec les réseaux de MNOs, comment on dit, les mobiles comme MTN, oui, pour partager les revenus, model revenue sharing. OK, donc nous avons 7 modules, mais c'est le même prix que les agriculteurs appellent quelqu'un d'autre. C'est le même prix, mais ce n'est pas un prix différent pour nous. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Exactement. Et troisièmement, nous avons le B2B model pour licence les plateformes aux organisations. Donc, nous avons aussi les revenus pour soutenir les autres appuis. Alors, Monsieur Azonsi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on a parlé de vidéos, on a parlé d'appels vocaux, on a parlé peut-être pas de SMS ou de USSD, est-ce que vous avez drivé ou vous avez fourni d'autres solutions, d'autres technologies également en zone rurale que vous pouvez nous exposer, ou d'autres expériences? J'ai envie de dire non. En fait, je rappelle que la plateforme qu'on a développée, on est parti sur de la modularité. Donc, à date, on a une plateforme au sein de laquelle on a 7 solutions exactement. Donc, profilage des producteurs, cartographie des champs des producteurs. Je rappelle que ça peut être fait en offline. Et on a aussi une solution de vulgarisation du conseil agricole. On a une solution de traçabilité de la production, maîtrise des étapes culturelles et aussi une solution de paiement digital. Donc, c'est les 7 solutions qu'on a à date au sein de notre plateforme AgroSphere. Et on a compris, tout à l'heure, je disais avec Donald, on a compris que pour avoir un business model viable, il faut forcément aller sur la marché. Donc, on est en train on est plutôt en phase de pilote d'une solution d'achat au marché qu'on a développée et qui est, on va dire, un peu spécial parce que ça va tracer l'historique de la production des producteurs au sein d'une coopérative. Donc, le but n'est pas simplement de créer une rencontre entre l'agroindustriel et la coopérative, mais aussi de pouvoir transférer un certain nombre d'informations à l'agroindustriel. En fait, l'agroindustriel, il a accès à un certain nombre d'informations sur la production et tout le reste, toute la traçabilité derrière, et qui lui permettra de prendre des décisions. Super. Même question pour Adjara. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, d'autres technologies que vous avez eu à piloter ou dont vous avez connaissance? Non, pas qu'on on ne l'a pas directement mis en place pour le moment, parce que ça reste une solution. C'est vrai que c'est simple, mais ça reste très limité.
Mais j'ai vu dans d'autres pays comme le Kenya où il y a des plateformes d'éducation où vous pouvez avoir accès juste avec un code USSD. Donc vous tapez un code, on vous répond, on vous envoie des quiz, vous répondez. Après, en fonction de votre réponse, on vous envoie au fait des cours que vous devez suivre. Et tout se passe juste avec le code que vous avez entré. Mais pour nous, aujourd'hui, ça demeure une solution très, très limitée, surtout quand on parle de métiers d'avenir. Donc nous, on va plutôt penser à des solutions qui peuvent consommer peu de data et qui peuvent marcher en version offline. Merci. En termes d'adoption, on a ce débat-là, on a un débat récurrent sur l'adoption des populations en zone rurale spécifiquement, sur tout ce que nous faisons, nous en tant que start-up, tout ce que nous faisons de joli et tout, parce qu'on a l'impression souvent qu'ils sont dans une posture de recevoir des cadeaux, la plupart du temps avec nos organisations partenaires qui nous accompagnent, et ils ne font pas l'effort de l'adoption, la plupart du temps. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Ou est-ce qu'on peut penser à des modèles plus différents pour permettre à ce que ça soit plus durable, ce que nous mettons à leur disposition comme technologie? Merci. Avant de revenir à ta question, je voudrais aussi dire qu'au-delà de la messagerie vocale, des vidéos, autres, on a travaillé aussi sur d'autres solutions. Aujourd'hui, on est en train de vouloir tester une solution que nous appelons les vouchers et dont l'objectif aujourd'hui est de contribuer à la chasse aviaire. Africa Rice a démontré que les producteurs payent jusqu'à 15% de leur récolte parce que les oiseaux ravageurs viennent détruire les champs. Et cela aussi freine le taux d'enfants qui vont à l'école en zone rurale parce que en période de récolte, ce sont les enfants et les femmes qui viennent jouer le rôle comment dit-on, de chasse aviaire. Donc, ce sont elles qui viennent renvoyer les oiseaux dans les champs. Donc, notre dispositif aujourd'hui permet d'émettre de l'ultrason et des sons des prédateurs d'oiseaux pour pouvoir les renvoyer dans les champs. Et donc, aujourd'hui, avec ce dispositif, les enfants n'ont plus besoin forcément d'être dans les champs pour renvoyer des oiseaux. Alors, est-ce que les producteurs adoptent les solutions que nous développons? De par ce qui est fait actuellement sur le terrain, je dirais oui. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment la ressource nécessaire pour pouvoir accompagner de façon durable les producteurs à l'utilisation des solutions parce que le niveau d'informatique est vraiment très, très, très bas. Quand on veut déployer une solution numérique, quand je pars sur une application pour un producteur, il ne suffit pas simplement de venir, comme je l'avais dit le lundi, il ne suffit pas simplement de venir installer l'application au producteur de repartir. Il faut quoi? Il faut d'abord l'amener à maîtriser bien son téléphone. C'est des personnes qui n'ont pas, par exemple, des comptes Gmail. Il faut les aider à créer des comptes Gmail pour être sûr qu'ils peuvent utiliser Play Store et faire des mises à jour. Donc, du coup, il y a tout ça qu'il faut faire. Après ça, le déploiement de la solution, les amener à utiliser. Et donc, ça nécessite vraiment qu'il faut... à notre niveau, nous avons des agents sur le terrain. Mais quand on regarde le nombre de fréquences où les agents doivent aller sur le terrain pour échanger avec le producteur, pour l'amener véritablement à maîtriser l'outil de A à Z, c'est assez énorme et c'est assez coûteux. Mais nous avons des producteurs aujourd'hui qui utilisent la solution et qui trouvent ça assez intéressant, ce qui fait que d'autres faits tiers tels que l'UNPS et d'autres programmes sont assez intéressés pour que nous puissions passer vraiment à l'échelle. On a travaillé avec UNCDF la dernière fois pour déployer notre solution à 10 000 producteurs au niveau national. Donc, il y a l'engouement, mais ce n'est pas encore comme nous voulons parce qu'il y a tout un travail à faire. Ce n'est pas simplement déployer l'application, c'est tout ce qui est comme formation à faire en amont. Monsieur Azonsi, on a une population rurale qui n'est pas mal, qui est quand même élevée, mais je pense pour lever plus de ressources afin de pouvoir financer plus, je pense, est-ce que vous avez des défis en matière de nombre de personnes qui utilisent votre solution, le nombre d'agriculteurs que vous pouvez atteindre, et est-ce que vous pensez à un plus grand marché peut-être comme Farmerline qui vient vous concurrencer justement dans votre pays? TikTok Agro-Business aussi, pas que nous. Okay, bon, le micro. Alors, nous, à AgroSphere, on fait ce qu'on appelle de la reclinaison. Donc, on travaille plutôt avec les coopératives pour atteindre les producteurs, simplement. Donc, les producteurs sont considérés comme des bénéficiaires de nos services.
Donc, on a, comme je disais, on a des équipes d'agronomes qui sont déplacées sur le terrain un peu partout, qui font, on va dire, qui font un peu du business development pour nous sur le terrain, qui rencontrent les coopératives, qui leur expliquent ce que nous faisons à Grossefeuille et comment est-ce qu'on peut les accompagner. Donc, tout doucement, Vous n'aurez pas de défi financier pour atteindre plus de personnes Oui, en fait, je dirais que ces techniciens-là nous reviennent un peu très cher parce qu'il faut qu'ils aillent, vers ces coopératives-là. Donc, en termes de logistique, vous imaginez un peu ce que ça peut être. Donc, ils sont là. Donc, on a aussi des défis, des challenges. Il faut préparer toutes ces équipes d'agronomes-là afin qu'ils puissent véritablement faire le travail qui est attendu d'eux, en fait. Donc, bien sûr qu'on envisage un plus grand nombre de producteurs. Donc, on n'a pas de chaîne de valeur spécifique dans laquelle nous travaillons. Donc, on travaille avec tous les producteurs à la base. Donc, voilà un peu notre approche terrain. Comment est-ce qu'on la décompose, voilà. Je pense. Donc, je voulais te rappeler que les agroindustriels sont aussi des targets pour nous, des cibles pour nous. Donc, on va aussi vers ces agroindustriels-là. Parce que c'est eux qui ont besoin de maîtriser de la donnée, en fait. La chaîne d'approvisionnement, c'est vraiment un gros challenge pour eux. Donc le besoin peut venir d'eux, en fait. Donc, et nous, on ira simplement vers ces coopératives qui travaillent avec ces agroindustriels-là pour créer de la donnée, les accompagner à la maîtrise de la donnée pour que l'agroindustriel puisse avoir de la matière. Il a parlé d'agro-industriel. Je vais demander à Mariama où vont les produits, parce que vous rachetez de la récolte chez les populations, chez les producteurs en fin de campagne, en fin de saison. À qui vous vendez ou comment ça se passe l'après? Et également, deuxième question, on va aller en même temps sur ce sens-là. Que venez-vous chercher au Bénin ou sur les nouveaux marchés où venez vous installer? Okay, merci. Nous avons des clients internationaux qui achètent des produits chez nous. Les valeurs ajoutées de travailler avec nous, c'est parce que nous pouvons aussi les fournir des données de traçabilité, exactement les agriculteurs qui nous avons comment on dit, sourced. La traçabilité des produits, en fait, Oui. s'assurer de la qualité des... Oui, la qualité et tout ça aussi. Nous avons we have a very high level of accuracy with the data we collect. So organizations like to work with us because they know for sure the information that we present to them is accurate. We're able to give them traceable data from farm gate to the factory to the shelf. So if you buy a chocolate bar in, say, Brussels, the client can also trace back all the way to the farmer in maybe West Africa that the product was sourced from. So this is one value added for using some of the clients that work with that source products from us. Mais ces clients, ils sont qui spécifiquement? International trade, food traders, food processing companies, etc. Okay. Et qu'est-ce que vous venez chercher sur un marché comme le Bénin qui est très petit et que TIC Agro Business ou peut-être Agrosphère n'ont pas encore peut-être ce partage pour le moment? Non, vous n'êtes pas petit, hein? Vous avez, je pense que le Bénin, vous produisez les deuxièmes, you're the second biggest or the second largest producers of cashew in West Africa. So it's Côte d'Ivoire, Benin, Ghana, and then Senegal. So of course we have interest. We want to buy cashew from you, even though there's a bit of policy issues there, and also soya bean. You also produce quite a number of soya beans. So I mean, our services is not limited to just Ghanaians. We have farmers across Africa. So as much as we're able to support farmers, improve upon their lives, it serves our own interest, right? We're able to extend more and more services to support farmers across the spectrum. OK, policies, on va en parler. On va parler de politique, Adjara. Qu'est-ce que nous pouvons attendre aujourd'hui? Est-ce que je dois traduire? Je pense que le public a compris son intervention. Ça peut aller pour tout le monde? OK. Adjara, politique publique, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui plus de l'État? Parce que j'ai entendu sur ce panel beaucoup GIZ, IFDC, UNCDF, UNICEF et tout ça, mais je n'ai pas entendu de collaboration de projets avec l'État, avec le gouvernement.
est-ce que vous avez des besoins spécifiques? Est-ce que vous avez des challenges que l'État peut aider à relever? Oui, aujourd'hui, nous, en tout cas dans le domaine de l'éducation, ce qu'on attend de l'État, c'est deux choses. Déjà pour les startups numériques, pour nous qui sommes dans le secteur, on veut avoir une meilleure accessibilité à Internet. Quand j'ai dit une meilleure accessibilité, c'est déjà à un meilleur coût et une connexion Internet beaucoup plus rapide. Parce que la réalité, si tu le sais, c'est que quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on n'a pas forcément un grand budget. Donc, en tant qu'entrepreneur, quand on nous dit qu'il faut payer peut-être une fibre optique à tel coût de façon mensuelle, ce n'est pas souvent évident. Donc, on veut que l'État puisse soutenir les startups numériques pour qu'on ait accès à Internet, à une connexion de qualité, mais à un coût très, très abordable. Ensuite, c'est la même demande pour nos clients. Parce que la réalité, aujourd'hui, par exemple, Mara Academy, notre cible, c'est les jeunes en majorité. Des jeunes qui vont sortir de l'école ou bien qui sont encore à l'école. Et quand tu demandes à ces jeunes de payer une connexion Internet, même illimitée, de 25 000 voire 15 000 le mois, c'est une lourde charge. Et on s'est retrouvé face à des jeunes qui n'avaient pas la capacité de payer cette connexion pour suivre la formation. Le jeune, il est compétent, il a des rêves, il veut se former, mais il a un problème, c'est l'accès à Internet. Malheureusement, aujourd'hui, nous, on ne peut pas dire en tant que Mara Academy, venez, on va vous donner accès à la connexion Internet. Donc, on demande à ce que l'État puisse nous soutenir dans ce sens, soutenir nos apprenants pour qu'ils puissent se faire former chez nous et nous soutenir aussi pour qu'on puisse donner les meilleures formations dans le domaine du digital. Alors que l'État nous soutienne, mais quoi faire spécifiquement, directement? Est-ce que vous avez, parce qu'on a entendu quelqu'un lundi qui a dit que les startups qui demandent auprès de l'État central, c'est une formule qui avait attiré mon attention. Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques qui sont vraiment sur lesquels il faut attirer l'attention des décideurs politiques et pour pouvoir faire plus ce que vous faites déjà en zone rurale? Ok. Je pense qu'il faut voir les choses de façon un peu globale. Aujourd'hui, au Bénin, le conseil agricole est quasiment gratuit. Donc, de façon classique, aujourd'hui, les producteurs ne payent pas pour recevoir du conseil ni de l'encadrement. Le gouvernement est en train d'assainir. En tout cas, il y a des dispositions aujourd'hui qui sont prises aujourd'hui où un individu ne peut plus trouver, par exemple, des clients à l'international pour fournir du cajou ou bien du soja et tout. Et donc, il arrive des moments où, par exemple, l'État dit, OK, on ne peut plus exporter du maïs, on ne peut plus exporter. Alors, nos modèles économiques aujourd'hui sont plus des modèles économiques qui sont basés sur l'accès au marché. On aide le producteur à produire et après, nous essayons de gagner de l'argent sur tout ce qui est revendu. Les meilleurs clients, parfois, ne sont pas les clients nationaux, c'est vraiment ceux de l'étranger. Alors, imaginez un peu que pendant une campagne agricole, vous avez investi et tout, et au moment de vendre à vos clients, l'État dit, cette année, le maïs ne sort pas. Vous faites comment? Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est à l'État, en fait, de porter nos solutions, à la limite, certifier nos solutions, de certifier nos approches. Comme aujourd'hui, pour faire du conseil agricole au Bénin, il faut avoir un agrément. Que l'État aussi puisse se positionner à ce niveau pour dire, OK, pour pouvoir faire du conseil agricole au Bénin en s'appuyant sur l'éthique, il faut que les systèmes respectent un certain nombre de normes et de qualités et que maintenant l'État puisse dire aux structures qui font du conseil, écoutez, voilà ceux-là sur qui nous aimerions bien que vous vous appuyiez pour qu'il y ait véritablement un partenariat gagnant-gagnant et privé-public. C'est un peu dommage aujourd'hui, parfois, quand on voit des projets et programmes qui sont quasiment les moteurs du secteur agricole. Tout ce qui est conseil, je n'ai pas vraiment les chiffres, mais je sais que c'est à moins de 50% le financement direct de l'État dans le conseil agricole. C'est plus les projets et programmes qui véritablement investissent chaque année dans l'accompagnement, la formation des producteurs. Et quand ces projets et programmes se mettent aussi à développer des solutions qui parfois ne sont pas durables parce que les solutions sont portées par des projets qui pourront disparaître après, c'est un peu à la fois compliqué pour nous et aussi compliqué. Donc c'est vraiment
à l'État, à un moment donné, je ne sais pas si c'est peut-être chaque année, de pouvoir faire le tas des lieux au niveau des structures qui développent des solutions et dire voilà les solutions que nous vous recommandons. Pas forcément des solutions nationales. Femmes Life aujourd'hui vient. C'est vrai que ça peut être vu comme de la concurrence pour certains ou pour nous, mais c'est aussi peut-être une opportunité. Et donc, à l'État maintenant de dire voilà, essayez de. Voilà les solutions, voilà les 10 meilleures solutions, voilà les 5 meilleures solutions que nous estimons que. Parce que au-delà du service que nous apportons aussi, c'est la protection aussi des producteurs qui utilisent les solutions. Le directeur du numérique était dans la salle, mais il s'est levé. J'aurais aimé qu'il soit là pour écouter ça. Monsieur Azonsi, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on ne passe au public pour que vous puissiez nous poser et poser à nos invités des questions spécifiques sur les discussions que nous avons eues tout à l'heure. Monsieur Azonsi, on finit à votre niveau. Politique publique, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, je rebondis sur ce que disait Donat, pardon. Pour demander un peu plus de flexibilité au niveau de l'État, en fait. Bon, quand on parle du conseil agricole aujourd'hui, pour nous qui faisons de la tech, le document qui, on va dire, le cadre réglementaire n'est pas assez... en fait, c'est flou, quoi. Donc, c'est plutôt classique, en fait. Okay. C'est plutôt classique. On dit, bon, voilà, c'est des agronomes qui ont des process de conseil agricole, en fait. Pour ceux qui sont du domaine, ils voient un peu ce que ça veut dire. Bon, voilà, quoi. Donc, c'est plutôt des process qui ne sont pas du tout flexibles, en fait. Donc, aujourd'hui, pour une acteur comme AgroSphere ou une petite agro-business qui veut avoir l'agrément pour faire du conseil agricole, c'est compliqué. Je ne sais pas si TIC Agro-Business a pu l'avoir. Je pense qu'il y a des startups qui ont eu l'agrément. Je pense qu'Afrique Céréales l'a eu. Bon, ce qu'on fait, c'est rester dans l'approche classique, avoir l'agrément et puis maintenant utiliser la méthode qu'il faut pour aller de l'avant. On est d'accord qu'il faut que ce soit plus flexible. Effectivement, soit plus flexible. C'est pas encore ça maintenant. Mais si, je pense que on vous aurait compris. Plus de flexibilité, plus de partenariat, de travail en commun avec les services de l'État. Et 2 secondes, en fait. Depuis, en fait, avant-hier, j'ai beaucoup entendu parler de co-création, de co-conception. Oui, de co-création, oui. Donc, il faut que le gouvernement croit aussi beaucoup plus aux start-up et qu'il facilite l'implémentation. Vous savez, il y a pas mal de start-up qui développent des solutions, mais ils n'ont pas vraiment cette pénétration facile pour aller vers les acteurs, en fait. Donc, ce qui fait qu'il y a des solutions qui dorment dans les bureaux et on ne sait pas là où trouver les coopératives, en fait. Donc, aujourd'hui, il y a des organismes gouvernementaux qui peuvent faciliter ce travail, en fait, cette accessibilité-là pour les startups qui développent des choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci à mes chers invités. Je vais passer au public. Nous avons encore 10 à 15 minutes pour prendre les questions et pour essayer de répondre à vos différentes préoccupations. Je vais commencer par ma gauche. Chers hôtesses, si vous pouvez m'aider à pouvoir distribuer le micro. Alors, est-ce qu'à ma gauche, dans la première et deuxième rangée, est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? OK. Il n'y a pas de main levée ici? OK. Oui, je dis déjà merci pour ce brillant exposé, vraiment. J'aime toujours faire la comparaison avec le Cameroun pour partager des expériences. On parle de la zone rurale. Il y a quelque chose qui dit « sans énergie, il n'y a pas d'énergie ». Je parle ici d'énergie électrique. Comment vous avez réussi à contourner cela? Ça, c'est le premier. Parce que même un téléphone, il faut le charger. Chez moi, au Cameroun, quand le courant part, il faut attendre soit dans certains quartiers 1 semaine pour que ça revienne. Ce n'est plus le cas au Bénin. Voilà. Bon, deuxième préoccupation. J'ai peur qu'au Bénin, vous soyez encore au stade où vous concevez des projets en étant à Cotonou. Chez nous, nous l'avons contourné par ce que nous appelons l'approche participative. J'ai un projet que je dois monter. Je vais vers les populations. Les Néerlandais sont venus installer des châteaux. Moi, je suis ingénieur en hydraulique. Je suis au Bénin pour une mission de 6 mois pour résoudre les problèmes d'inondation à Lokossa et à Plakoé. J'y suis allé déjà plusieurs fois.
et les solutions seront trouvées. Parce que quand on parle de réseau, tout ça, l'hydraulique aussi passe. On s'exprime en termes de réseau. Les Néerlandais sont venus installer des châteaux partout dans des villages. Personne n'a puisé l'eau dedans. Parce qu'on se réveille un matin, des projets naissent, on vient construire des châteaux, les Blancs viennent, ils s'en vont. L'approche participative. Quand j'ai entendu Madame... Ouais, non, Adjara. Moi, j'ai retenu Adjara parce que nous avons notre footballeuse Adjara dans l'équipe nationale du Cameroun. Voilà. Je vous assure, les Africains sont très intelligents. Les start-up camerounaises et sénégalaises sont très loin. Au Bénin, c'est encore dans les tiroirs. À partir du Cameroun, il y a un Camerounais qui a créé, comment on appelle, ce qui est plus large là, en termes de téléphone, les tablettes. Il y a une tablette camerounaise. Il y a une application au Cameroun où c'était tellement développé que le chef de l'État, le président Paul Biya, l'a fait arriver au palais parce que le gouvernement camerounais finance les grandes innovations. Et je vous rappelle qu'il y a 2 Camerounais à la NASA, parmi lesquels une jeune fille de moins de 24 ans. Alors j'ai envie de vous poser une question. Vous êtes béninois ou camerounais? Non, je vous ai vu en retard. Moi, je suis de nationalité camerounaise. Okay. Et je vous dis que le Cameroun, je l'ai dans mon cœur, mais j'aime participer et j'aime partager mes expériences avec toute l'Afrique. Moi, j'étais au Congo-Kinshasa, moi, j'étais au Congo-Brazzaville. Et je vous assure... Encore 30 secondes pour qu'on puisse donner la parole à d'autres personnes. Voilà. Également. Pour terminer, donc, j'insistais sur l'approche participative. Aucun projet au monde ne peut marcher si vous n'allez pas vers les personnes concernées. Alors, pour répondre à votre question, au nom de mes panélistes, rapidement, je pense qu'ils évoluent tous en mode start-up. Et si quand on évolue en mode start-up, on est obligé de faire du design thinking, de faire de la co-création avec les utilisateurs. Ce qui est fait, je peux vous rassurer, pas toutes les solutions qui sont ici. Mon voisin de gauche, je pense qu'il va intervenir. Il crée ces solutions. À Nati Tengo, je pense peut-être à 400 ou 500 km de Cotonou. Oui, effectivement, l'approche, elle est assez participative. J'aimerais bien dire, avec ce que je sais du Cameroun, le Bénin est quasiment en avance sur le Cameroun en termes de digitalisation. On ne va pas faire la comparaison. Et on va parler du Bénin. La question d'énergie, effectivement, je pense que c'est une des questions les plus importantes en termes de solutions numériques pour les zones rurales. Et comme je le disais au début, pour nous, après une étude, on s'est rendu compte que le producteur dépense entre 3 000 et 7 000 francs par mois. Et donc, si on va multiplier ça par 12, ça dépasse pratiquement même le bénéfice qu'il a eu sur sa production de 3 mois. Et donc, ce qu'on en a fait, c'est que nous sommes en train de déployer actuellement ce que nous appelons des digi-kiosques, qui sont des kiosques équipés des points de recharge, dont batterie solaire et tout, avec service GSM, la possibilité aux producteurs de faire de la demande de crédit, d'avoir facilement aussi accès au crédit et de pouvoir faire leur retrait mobile money à leur niveau. Et maintenant, pour nous, ces kiosques sont gratuits pour tous les producteurs qui utilisent nos solutions. Vraiment pour pouvoir lever la barrière de la recharge de batterie et permettre aux producteurs d'utiliser plus facilement nos solutions. Et il y a aussi qu'on ne présente pas assez les innovations béninoises un peu partout. Vous avez eu un Innov Show aujourd'hui avec de jeunes pousses, de jeunes startups qui viennent de sortir, mais il y a des startups, je vais dire, qui sont un peu plus matures peut-être, qui n'ont pas peut-être fait qui n'ont pas présenté peut-être leur innovation ici. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de solutions dans le pays qui sont faites par des jeunes. Monsieur Azansi, vous voulez rajouter quelque chose? Il faut qu'on développe des solutions qui sont moins consommatrices d'énergie, en fait. Donc, il faut qu'on aille de plus en plus vers cette approche-là, qu'on développe des solutions, en fait. J'installe la solution sur mon téléphone et au bout de 30 minutes, ma batterie se vide, en fait. Donc, il faut vraiment intégrer ces enjeux-là dans la conception de nos solutions. OK, merci. On va prendre 2 questions rapidement, 2 interventions. OK, quelqu'un a déjà le micro. Il y a un doigt qui était levé depuis. Oui, allez-y. Bonjour, je m'appelle Florian Kodjo.
Merci beaucoup pour l'exposé. Ma question est de savoir, étant donné que les bénéficiaires de votre innovation, c'est beaucoup plus les agriculteurs, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place? Parce que nous connaissons un peu le Bénin et nous connaissons aussi cette couche de personnes-là. C'est des personnes qui sont très sceptiques à tout ce qui est numérique, à tout ce qui est digital. C'est vrai qu'en amont, vous allez forcément prioriser la formation et tout, mais il faut aussi noter que c'est des personnes qui vont peut-être prendre le numérique pour 2 ou 3 jours et finalement vont s'habituer à leur routine qui autrefois était vraiment plus efficace selon eux. Quelle est la stratégie mise en place sur le terrain? Voilà. C'est bien ça, Donat? Oui. Non, Famelaine, si tu permets. Mariam? Ok, merci. Je pense que c'est très important d'avoir les utilisateurs finaux à l'esprit dans le développement des solutions. Donc, pour nous, nous utilisons 3 moyens de se communiquer avec les agriculteurs. Il y a les SMS, les IVR, Interactive Voice, Interactive IVR, Interactive Vocal Response, et les USSD. Et pour les USSD, j'ai une solution pour madame, on va parler en plus après. Mais c'est comme elle a expliqué, c'est comme vous vérifiez les montants qui restent sur votre appel. Vous appuyez star, étoile 100 dièse. Et puis suivez le prompt suivant jusqu'au recevoir toute l'information que vous cherchez. Donc, c'est très important de développer les solutions pour les utilisateurs finaux. Alors, dernière intervention. On va aller rapidement, oui. Bonjour. En fait, ce ne serait pas une question, ce serait plutôt une contribution. Par rapport aux différentes innovations ou par rapport aux différents éléments qui ont été approchés, que ce soit dans les domaines agriculturels ou autres, on peut former des gens en langue locale, leur apprendre en fait de nouvelles innovations. Il y a des téléphones qui ont été traduits dans nos différentes langues locales africaines. Donc voilà, c'était juste une contribution. Merci. Alors, quelques secondes par intervenant, je vais commencer par Adjara justement. Adjara, quand est-ce qu'on aura une formation marketing digital, peut-être en fond, en Yoruba ou en Dendi? On va y penser parce qu'on vient de lancer Mara il y a juste 1 an. Donc, on va y penser. C'est des étapes. Actuellement, on se focalise d'abord sur le français. On veut avoir quelque chose de bon dans le domaine et pouvoir toucher plusieurs pays. Ensuite, on va pouvoir penser aux langues locales. Merci beaucoup. Merci d'avoir été sur ce panel avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Mariama, Famelaine, vous venez au Bénin. On a un peu peur. On sait que ce que vous apportez comme solution, il y a des startups chez nous qui le font déjà. Bon, vous êtes la bienvenue. On vous souhaite la bienvenue déjà. Votre dernier mot sur ce panel. Merci beaucoup. Les autres organisations qui travaillent dans le même domaine, on va voir comment on peut partiner pour ajouter pour identifier les synergies et travailler ensemble. Parce que ce n'est pas efficace de recommencer quelque chose qui sont déjà établis. Donc, on va parler en plus après. Merci. Merci d'avoir été là. Merci d'être venu depuis Accra, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Monsieur Azonsi, Agrosphère, votre dernier mot sur ce panel? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été vraiment un moment très enrichissant pour nous, donc, de découverte et de partage. Je voulais quand même revenir sur 2 points par rapport à la conduite du changement. Donc, quand on pousse des solutions vers le monde rural, on n'a pas forcément la même approche en fait. On est plutôt agile en fait. Donc, c'est-à-dire que nous, en fait, l'approche Agrosphère, c'est de pouvoir aller vers des coopératives pour atteindre les producteurs qui sont des bénéficiaires. Donc, vers ces producteurs-là, il faut simplement faire des séances, des focus group pour leur parler du digital. Pour les techniciens, il faut vraiment faire des formations de prise en main. Et vers les agro-industriels qui sont, on va dire, pétants digital, il faut faire des communications un peu plus classiques vers ceux-là, en fait. Donc, aussi, je voulais revenir sur un point, en fait, par rapport à l'adoption des solutions.
Avant le panel, je disais, je parle On a avec, dépassé l'heure du avec bonus, Donald. donc on va me taper là. Ok, donc on va en parler après. Alors. Ok, donc merci beaucoup pour Merci l'invitation. d'avoir accepté notre invitation. Et M. Donald Chahou, votre dernier mot sur ce panel, vous avez des demandes ou bien un grand message à annoncer peut-être aux autorités ou aux populations? Merci. Et je vois Faouzane qui me fait des yeux. C'est pour dire en fait que nous intégrons tout ce qui est langue locale dans notre approche. Aujourd'hui, nous avons plus de 8 langues. Du contenu il y a dans plus de 8 langues. Donc, c'est vraiment pour nous la base même de notre intervention. Merci. Ok, merci à vous. Merci d'être resté avec nous. Je vous demanderai d'applaudir tous mes invités, tout le panel. Nous allons nous tenir debout. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et ça a été un plaisir pour nous de discuter de tout ce qui est problématique de solutions digitales, solutions numériques en zone à faible connectivité, en zone rurale. Merci à vous et j'espère que vous avez été satisfait de nos échanges, de ce que nous avons partagé avec vous ce matin. Merci encore. Merci infiniment, merci à vous également pour ce riche panel. C'est bon pour les photographes? Vous avez pris la photo du panel. Merci de les ovationner, s'il vous plaît. Un panel assez riche et très intéressant. Merci pour la brillante modération. Merci à tous nos panélistes également pour avoir participé à ce panel. Merci à vous également d'être restés depuis le matin. Je rappelle que le programme suit son cours. Cet après-midi, nous avons un talk show qui sera intitulé « Construire un parcours à succès d'entrepreneurs du numérique au Bénin et en Afrique de l'Ouest ». Ce talk show sera animé par un Sénégalais, M. Oumar Bass, qui est le CEO de la start-up Yobante Express. Et il va communiquer sur comment lever des fonds au profit de sa start-up. C'est très important. Il y a vu beaucoup de start-up passer ce matin lors de l'Innov Show. Il y en a d'autres qui nous ont rejoints dans la salle. Je vous invite à revenir à 15h pour suivre ce talk show-là. Merci à tous et bon appétit à vous.